Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Notre mémoire de fin d'études en sciences politiques et administratives, à l'université de Kisangani, République démocratique du Congo, avait porté sur les risques politiques et les investissements privés en République démocratique du Congo. Depuis lors, je suis resté constamment intéressé aux questions d'économie publique et politique dans ce pays. D'où notre volonté d'écrire ce recueil essentiellement didactique, portant sur les stratégies politico-économiques susceptibles d'aider la République démocratique du Congo à attirer davantage d'investissements, en vue d'améliorer le sort socio-économique de sa population. Cet ouvrage s'attelle à l'éveil de la conscience politico-stratégique et civique du peuple congolais, en vue d'impulser le décollage économique par des efforts locaux et à moindre frais. Les Congolais devraient cesser de s'accrocher aux discours et aux modèles de pensée des conseillers internationaux de tous bords, qui inscrivent leurs actions et leurs conseils en se conformant à la stratégie politique et économique de leur mandant, et non pas nécessairement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. En dehors des lois organiques et réglementaires promulguées ou à promulguer pour mettre en place un cadre juridique favorable aux investissements, ou pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, il y a une panoplie d'autres actes et attitudes relevant de la gestion quotidienne des affaires publiques, du comportement et de l'état mental des citoyens et des responsables publics qui font ou feront que des investisseurs sérieux ne puissent pas considérer la République démocratique du Congo comme destination pour leurs capitaux. La plupart des faits et gestes relevés ici concernent les obstacles qui bloqueront non seulement les investissements privés étrangers, mais aussi les investissements privés nationaux, c'est-à-dire ceux appartenant à des citoyens congolais désireux de créer des unités de production des biens ou de fourniture des services dans leur pays. La rédaction de ce recueil d'obstacles qui bloquent les investissements en République démocratique du Congo, et par conséquent, la création des richesses nécessaires au décollage économique du pays, est de manière délibérée, simplifiée dans son style et dans sa présentation, afin de permettre à tout Congolais de le lire facilement et d'y identifier sa part de responsabilité, de droits et d'obligations en vue d'aider le pays à se relever de la situation peu enviable dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Ainsi ai-je opté de présenter la problématique en termes d'exceptions comportementales et attitudinales congolaises, qui sont malheureusement enracinées dans le mental collectif de la plupart des citoyens, et qui requerront un effort collectif pour leur éradication. Il est vrai que dans la situation de la République démocratique du Congo, comme c'est d'ailleurs le cas partout ailleurs, les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer. Mais les pouvoirs publics ne pourront seuls rien réaliser si l'ensemble de la population n'intériorise pas cette idée. Le salut de la société congolaise repose sur des actions collectives, délibérées et volontaristes de changement. Et aucune providence ne viendrait faire bouger les choses sans l'implication délibérée de tout un chacun. Les Congolais auront beau prier durant toute l'année ou toute l'éternité, leurs conditions sociales ne s'amélioreront point si la prise de conscience évoquée tantôt reste élusive. Aucune nation au monde ne s'est développée grâce à la prière ou au recours à la providence. Le développement s'obtient par le travail et par l'engagement conscient des citoyens en vue de s'améliorer et d'améliorer leur sort individuel et collectif. Comme toutes les autres nations du monde, le peuple de la République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix que de suivre ce chemin-là, celui du travail conscient et méthodique. Les insuffisances présentées dans cet ouvrage comme étant spécialement congolaises font office d'un miroir social dans lequel chaque Congolais peut se regarder et identifier la poutre qui trône dans ses yeux. Cependant, les degrés de responsabilité diffèrent, les droits et devoirs des Congolais ne sauraient aucunement être noyés dans une collectivisation aveugle et indiscriminée, sous peine de verser dans une grave erreur d'appréciation. La rédaction de cet ouvrage se base essentiellement sur les enquêtes, les observations et les expériences vécues par nous-mêmes avec l'aide des tiers. Même si elles ont été réalisées un peu partout en République démocratique du Congo, les observations et les expériences présentées dans cet ouvrage n'ont aucune prétention à l'exhaustivité. Ces insuffisances congolaises seront analysées en comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Les enseignements à tirer de cette comparaison peuvent épargner au peuple congolais et à ses dirigeants l'effort inutile de chercher à réinventer la roue.
C'est à ce prix que le pays pourra s'embarquer sans tarder sur le chemin de l'amélioration du climat des affaires, gage du relèvement de la situation socio-économique actuelle. Grâce à cette démarche, la République démocratique du Congo se mettra fermement sur la rampe du progrès et du bien-être attendu par sa population depuis des décennies. À cause de son caractère volontairement didactique, le texte recourt à un style proche du conversationnel. On y inventorie un certain nombre de faits de la société congolaise, vécus par les personnes résidant ou séjournant en République démocratique du Congo. Comme nous l'avons indiqué, nous proposons des démarches idoines pour améliorer la situation et encourager les investissements dans ce pays. Il s'agit donc d'une analyse essentiellement sociologique, axée sur la problématique de l'amélioration du climat des affaires. Souvent ce prisme d'analyse ne polarise ni l'attention des analystes, ni celle des décideurs et encore moins celle de tous ceux qui sont intéressés par cette question en République démocratique du Congo. Pour asseoir sa contribution à la discussion sur le climat des affaires en République démocratique du Congo, et pour démontrer la faisabilité des arguments avancés, cet ouvrage se réfère à plusieurs cas d'école, du pays et d'ailleurs. En vue d'un changement radical du mental et des méthodes de travail du peuple congolais, pour créer un environnement favorable aux investissements, nous proposons, au terme de cette analyse, une thérapie de choc susceptible de susciter des controverses. Sans prétendre que cette thérapie est l'unique voie pour sortir le pays de l'ornière, nous soutenons que ce procédé et ces mesures d'accompagnement se sont imposées comme une conclusion logique de cette analyse économico-sociologique de l'actuel climat des affaires dans le pays. Enfin, je dois faire remarquer que les ouvrages mentionnés dans la bibliographie sont pour la plupart écrits en anglais. Mon lectorat étant objectivement francophone, j'ai estimé indispensable de traduire les passages cités en français. Je signale cette sorte de manipulation par la mention TP, traduction personnelle. Il va de soi que cette traduction ne sera pas nécessairement identique à celle faite éventuellement par une quelconque autre instance. Cependant, le répertoire bibliographique final reprendra les titres originaux en anglais de sorte que ceux des lecteurs qui voudraient accéder à ces matériaux puissent les retrouver ou se retrouver facilement. Chapitre 1. Concepts généraux sur l'investissement et sur les structures officielles y relatives en RD Congo. 1. Concepts généraux sur l'investissement. L'objet de cet ouvrage s'articule autour des obstacles à surmonter pour encourager l'investissement national et étranger en République démocratique du Congo. Dès lors, il serait plus indiqué de donner de prime abord la signification du concept investissement, ainsi que de tous les qualificatifs s'y rapportant et qui vont être mentionnés tout au long de cet ouvrage. Quel que soit le sens, la forme et l'angle sous lesquels les sujets seront abordés dans les lignes qui vont suivre, les définitions plutôt générales proposées ci-dessous vont concourir à une meilleure compréhension des thèmes abordés. Selon le dictionnaire Larousse, le terme investissement est polysémique. En d'autres mots, il revêt plusieurs significations. L'acte qui consiste à engager, placer, prêter, fructifier des capitaux dans le but d'en tirer des bénéfices ultérieurs. Une dépense effectuée, présentement, pour en tirer un profit futur. Toute dépense se traduisant par une amélioration du travail humain, et non seulement les dépenses aboutissant à la création de capitaux. Ensemble des biens, monétaires ou autres, possédés par une entreprise ou par une personne, constituant un patrimoine et pouvant rapporter un revenu. Les deux premières définitions intéressent particulièrement la problématique de ce livre. La compréhension globale du concept investissement dans le cadre de ce livre sera basée principalement sur ces deux définitions, sans exclure totalement les notions véhiculées dans les deux dernières. Face aux définitions génériques universelles de la notion d'investissement telle qu'évoquée plus haut, le législateur congolais a, dans le nouveau Code des investissements, focalisé son attention principalement sur la notion d'investissement direct. Selon la loi numéro 004/2002 du 21 février 2002 portant promulgation du Code des investissements en République démocratique du Congo, investissement direct est défini comme celui envisagé par une entreprise nouvelle ou existante, et visant à mettre en place une capacité nouvelle ou à accroître la capacité de production des biens ou de prestation des services, à élargir la gamme des produits fabriqués ou des services rendus,
à accroître la productivité de l'entreprise ou améliorer la qualité des biens ou des services. Cependant, au-delà de l'intérêt définitionnel du législateur congolais, le concept d'investissement peut revêtir d'autres qualificatifs qui traduisent d'autres aspects relatifs à ses applications pratiques. Il s'agit, entre autres, du concept d'investissement privé qui désigne un placement des capitaux par un individu ou un groupe d'individus, autrement dit par une instance autre que l'État dans un secteur immédiatement rentable, entreprise, usine, etc., en vue de réaliser des bénéfices immédiats, à moyen ou à long terme. Par contre, un investissement public est un placement de capitaux effectué par l'État et ou par ses partenaires, bi- ou multilatéraux, pour produire des biens ou des services d'intérêt général tels que la construction des routes, des ponts, des écoles, des ports, des aéroports, des usines de traitement d'eau potable, de construction des logements sociaux, etc. L'investissement direct prôné par le Code des investissements congolais, évoqué plus haut, peut ainsi avoir un caractère privé ou public. Les deux ne sont cependant pas mutuellement exclusifs, bien au contraire. Ils peuvent parfois se retrouver réunis dans ce qui est communément appelé partenariat public-privé. Depuis une dizaine d'années, le discours politique en République démocratique du Congo est, bien heureusement d'ailleurs, de plus en plus orienté vers l'amélioration du climat des affaires, c'est-à-dire vers la création des conditions nécessaires pour attirer et convaincre les détenteurs des capitaux à investir dans le pays. Bien que les structures étatiques et celles du monde corporatif, notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC, soient à pied d'œuvre pour soutenir les efforts visant à attirer et promouvoir les investissements, l'impact réel de leur engagement sur le terrain reste assez mitigé, à la lumière du potentiel réel d'investissement que regorge la République démocratique du Congo, dans pratiquement tous les domaines. Cet ouvrage va justement essayer de s'appesantir, dans les chapitres qui vont suivre, sur certains des aspects qui plombent les efforts aussi bien de ces agences spécialisées que ceux du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais avant de développer ce point de vue, il sied de s'attarder sur ce que sont et font, en termes d'assainissement du climat des affaires, les deux principales structures étatiques et corporatives sus-évoquées. 2. Structure d'appui à l'investissement. Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, régie par le décret numéro 0933 du 8 août 2009 du Premier ministre portant statut, organisation et fonctionnement de l'ANAPI, et la loi numéro 004/2002 du 21 février 2002 portant le Code des investissements, est un organisme d'accueil unique chargé d'une part, de recevoir les projets d'investissement, de les instruire, de décider de leur agrément et d'autre part, d'assurer leur promotion tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'ANAPI est placée sous la tutelle du ministère du Plan. Ses missions principales consistent à œuvrer pour l'amélioration du climat des affaires, notamment en faisant un plaidoyer permanent en vue de l'amélioration du climat des investissements et en jouant ainsi, en cette matière, le rôle de conseiller du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Travailler pour la promotion d'une image positive de la République démocratique du Congo, comme pays idéal de destination des investissements en Afrique. Mettre en exergue et communiquer auprès des investisseurs internationaux et nationaux les atouts et les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans le dessein de les attirer et ou de susciter en eux le désir d'y investir. Assurer aux investisseurs divers services destinés à faciliter leur installation au pays et à leur rassurer du point de vue de la compétitivité. Octroyer des incitations douanières et fiscales aux investisseurs qui présentent les projets d'investissement éligibles au régime du Code des investissements. Depuis sa création en 2003 jusqu'en 2012, l'ANAPI a agréé un total de 1179 projets. Valant au total 22 667 339 465 $ américains, ces projets ont couvert divers secteurs de l'économie nationale, hormis les projets du secteur minier qui relèvent de la compétence exclusive du ministère des Mines. Sur les 1179 agréés au cours de cette période, selon les données de l'ANAPI, les investissements directs nationaux
c'est-à-dire ceux réalisés par les Congolais, s'élèvent à 515 projets. Ces 515 projets représentent une valeur de 6,74 790 694 $ américains. Les 664 projets d'investissement restants sont partagés entre investisseurs de 48 autres nationalités étrangères. Au regard de ce qui précède, il est heureux de constater que les Congolais s'efforcent d'investir dans leur pays, ce qui témoigne d'une attitude responsable et d'une foi dans le destin économique de leur pays. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire pour assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo. Il faut s'attaquer notamment aux obstacles juridiques, administratifs, structurels, comportementaux, etc., qui n'encouragent pas beaucoup d'autres investisseurs, nationaux et étrangers, à y engager leurs capitaux. Le fait que sur les 1179 projets d'investissement réalisés au cours de la période précitée, 605 d'entre eux, c'est-à-dire 51,3%, soient localisés à Kinshasa révèle d'emblée d'un manque sérieux des conditions propices à l'investissement dans l'arrière-pays, malgré les énormes potentialités et opportunités d'investissement qui y existent. Il s'agit principalement de la faiblesse ou, le cas échéant, de l'inexistence pure et simple des infrastructures de base qui puissent inciter les investisseurs à choisir tel ou tel autre lieu pour y implanter une quelconque activité économique. Même le nouveau Code des investissements congolais promulgué en 2002 par le président de la République n'a pas réussi à effacer cette disparité de la répartition géographique des investissements sur le territoire national. Cela malgré la jouissance, élargie à 5 ans, des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux stipulés aux articles allant de 12 à 18 du même code, accordés aux investissements implantés dans la région C, 4 ans à ceux implantés dans la région B et 3 ans à ceux implantés dans la région A. En effet, en vue de stimuler un développement équitable à travers le pays, le nouveau Code des investissements congolais en son article 9 subdivise le pays en 3 aires économiques, chacune bénéficiant des avantages différenciés. Il s'agit notamment de la région A constituée de Kinshasa, la région B constituée de la province du Bas-Congo et des villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. La région C constituée des provinces du Bandundu, de l'Équateur, du Kasaï occidental, du Kasaï oriental, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la province orientale, du Maniema et du Katanga. Mais au regard des statistiques des investissements évoqués plus haut, on constate que la réalité des faits sur le terrain n'a pas vraiment suivi l'effort et la volonté du législateur congolais. Il va donc sans dire que beaucoup d'efforts restent à faire pour redresser la situation. Plusieurs personnes, y compris celles directement impliquées dans les affaires, notamment les entrepreneurs, n'ont eu de cesse de presser le gouvernement à fournir les efforts nécessaires pour améliorer l'environnement des affaires. Fédération des entreprises de la RD Congo, FEC. Il s'agit de l'association des chefs d'entreprise privés, patronat congolais, opérant en République démocratique du Congo. La FEC joue de multiples rôles, notamment ceux de syndicats patronal et de chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture et d'artisanat de la République démocratique du Congo. Elle émane de l'ancienne Association des entreprises du Zaïre, ANEZA, créée en 1972 et obligée de se faire rebaptiser Fédération des entreprises du Congo, FEC, suite au changement du nom du pays en 1997. La FEC regroupe plus de 1500 entreprises membres, toutes tailles et tous secteurs confondus, œuvrant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La FEC aide les entrepreneurs en s'assurant que ces derniers bénéficient des conditions les plus favorables pour la croissance de leurs activités. Pour y parvenir et vu la pérennité et la chronicité d'obstacles de divers ordres qui minent l'environnement des affaires en République démocratique du Congo, la FEC s'engage de temps en tant que syndicat patronal, à faire le plaidoyer auprès des gouvernants à tous les niveaux en vue justement de s'assurer que les entrepreneurs opèrent dans un environnement qui favorise la croissance et la compétitivité de leurs affaires. À cet effet, la FEC a fait et fait encore, quand la situation l'exige, des sorties médiatiques pour dénoncer les obstacles qui minent l'environnement opérationnel de ses membres. Par ailleurs, la FEC organise aussi régulièrement des séminaires, des missions économiques, des déjeuners débats ou d'affaires, et des conférences afin de favoriser les rencontres,
le dialogue et les échanges entre les différents acteurs économiques, nationaux ou internationaux. La promotion des investissements a essentiellement pour finalité la création des richesses au niveau local ou national. C'est seulement par cette voie que les potentialités agricoles, minières, forestières, etc., sont transformées en biens et services directement utiles aux citoyens. Les détenteurs de capitaux, publics ou privés, sont les seuls capables de faire en sorte que cette création de richesses devienne possible. L'économie nationale tout entière en dépend. Comment la République démocratique du Congo gère-t-elle ou encourage-t-elle ses détenteurs de capitaux ? Les chapitres qui suivent vont essayer de donner une réponse à cette question fondamentale. Mais d'ores et déjà, le tableau des réalisations reste modeste, vu le pourcentage dramatiquement élevé du chômage qui sévit dans le pays et le nombre anormalement faible des entreprises opérant dans le secteur privé. Le chômage est estimé autour de 73% selon plusieurs sources, y compris la BAD et l'OCDE, tandis que le nombre des entreprises s'élève à environ 2000 seulement en 2012 contre environ 14 000 en 1970 selon les estimations de certains milieux d'affaires congolais. Cette dégringolade inclut la faillite immédiate d'au moins 4000 entreprises agricoles et minières aérianisées en 1973, comme l'a indiqué Vincent Ngonga, le chef de cabinet adjoint du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Le dysfonctionnement de l'économie de la République démocratique du Congo et son principal corollaire, à savoir le taux de chômage très élevé, peuvent s'expliquer par l'inadéquation entre l'explosion démographique, 250% d'accroissement de la population. Celle-ci est passée de 20,5 millions d'individus en 1970 à environ 70 millions en 2012 et la contraction au cours de la même période à peu près 600% du secteur productif structuré. Pour réussir le pari du redressement d'une telle situation dramatique, une synergie d'efforts de tous les Congolais, soutenus par leurs partenaires internationaux, est plus que nécessaire. Quoique intimidants, les défis socio-économiques auxquels le pays fait actuellement face restent surmontables. Il suffit d'y croire et de s'y appliquer, chacun en ce qui le concerne, comme le chapitre suivant va essayer de le démontrer. Chapitre 2. Responsabilité collective pour un développement endogène à la base. Vu les contraintes budgétaires presque pérennes que connaissent la plupart des États d'Afrique subsaharienne, la part des dépenses allouées aux besoins sociaux de leurs populations respectives reste insignifiante. Pourtant, la survie et le bien-être des communautés tout entières... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.